Bienvenue dans ce podcast réalisé par 5 étudiants en master à l'INSEP, podcast où l'expertise des entraîneurs de haut niveau se partage et s'enrichit. Celui-ci s'inscrit dans un projet ambitieux, capitaliser les savoirs des entraîneurs qui façonnent les Olympiens d'aujourd'hui et de demain pour les transmettre à celles et ceux qui aspirent à évoluer dans cet univers exigeant et passionnant. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui un grand artisan de la performance, Jean-Claude Volmer, ayant marqué l'athlétisme en tant qu'entraîneur de haut niveau connu et reconnu et ancien référent national. Il a impacté également le monde sportif de manière plus générale de par ses fonctions à l'INSEP. Donc Jean-Claude, bonjour et merci de ta présence. Je vais te laisser te présenter de manière un peu plus précise. De manière plus précise, peut-être, mais ça risque d'être long une présentation. Donc oui, j'ai toujours baigné dans l'athlétisme. Le sport a été un peu le fil conducteur de ma vie. D'abord comme pratiquant, tout jeune, gym, foot, et puis après la course à pied. Ça m'a amené à faire des études suite à ma scolarité à l'école normale de Strasbourg pour devenir instituteur. J'ai pu aller vers la voie du professorat de sport, et enfin du professorat d'EPS, et donc après d'enchaîner prof d'EPS dans un collège, puis lycée, puis prof à l'UFR STAPS de Strasbourg, la Fédération française d'athlé, la direction du Krebs de Châtenay-Malabry, puis le département du sport de haut niveau de l'INSEP. Donc oui, j'entraîne depuis très très longtemps, et j'essaye de contribuer à la connaissance dans le milieu de l'athlétisme, particulièrement en demi-fond et fond. Ouais. Sur tes fonctions maintenant, je sais que tu as plusieurs fonctions à différents niveaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Alors actuellement, retraité depuis presque 10 ans maintenant. Oui, j'ai pris ma retraite en 2016, après les Jeux de Rio. Je suis actuellement, j'entraîne toujours quelques athlètes de haut niveau, en demi-fond ou sur route. Je suis président du premier club français au niveau des interclubs, le C1 Montreuil 93. Je suis élu à la Fédération française d'athlétisme, au comité directeur en tant que représentant des entraîneurs. Et je suis aussi en responsabilité du haut niveau à la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme. Voilà. Tu t'es présenté, disons, de manière assez générale. Je vais appuyer plus précisément sur un point, donc ta fonction d'entraîneur. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, mais en tant qu'entraîneur de haut niveau, et ce qui t'anime dans cette fonction ? J'entraîne depuis plus de 50 ans maintenant. Bon, j'ai arrêté ma modeste carrière de coureur très rapidement. J'ai eu la chance d'être à l'époque à l'INSEP dans la section haut niveau. Mais très vite, j'ai compris que j'étais limité, donc j'ai fait une sélection 4x400 en équipe de France junior, et on a gagné le titre avec mon club à l'époque sur 4x800, mais j'entraînais déjà les gens avec qui étaient mes partenaires dans le relais. Donc l'entraînement a toujours été, je pense, la transmission a toujours fait partie de mon... je veux dire, de ma vie, quoi. J'entraînais déjà la gym quand j'avais 14 ans. J'ai fait des formations très vite, et l'entraînement, le partage et faire progresser les gens a toujours été présenté un vif intérêt pour moi, quoi. Donc j'ai eu évidemment 50 ans des périodes où professionnellement j'ai décroché, j'ai plus entraîné. Par exemple, entre 2003 et 2010, je n'ai pas entraîné. J'étais trop pris professionnellement, et j'avais pris un peu de recul sur l'entraînement, même en continuant à suivre précisément l'athlète. Mais après, on m'a redemandé très vite. J'ai ressorti mes vieux cahiers et mes vieux documents, et voilà, je suis reparti. Maintenant, je vais aller plus sur la raison de ta venue à ce podcast. Qu'est-ce qui t'a motivé
à venir te confier à ce podcast INSEP. Et surtout, je sais que tu as fait pas mal de colloques, d'écrits, d'ouvrages. Pourquoi ce format ? C'est un format qui est à la mode, hein, apparemment. Donc oui, je fais un petit film aussi avec l'INSEP, mais bon, c'est mon premier podcast. Donc puis apparemment, c'est une interview plus longue, donc c'est à la mode. Donc moi, j'ai toujours répondu présent quand on m'a demandé de faire une conférence, un colloque, une formation. Parce que je pense qu'il est important que des anciens, anciens entre guillemets, partagent un peu leurs connaissances dans la mesure où c'est possible, quoi. Et que les gens aient envie d'apprendre. Voilà, c'est aussi ça, quoi. Je retournais du côté entraîneur et je vais te demander combien de Jeux Olympiques tu as pu vivre en tant qu'entraîneur, mais aussi de par tes autres fonctions, et aussi quel est ton rapport à cette échéance qui reste quand même majeure pour un sportif et un entraîneur ? En tant qu'entraîneur ou responsable des équipes de France, j'en ai vécu que 2, Atlanta, Sydney, mais j'en ai fait en tant que responsable du haut niveau de l'INSEP, j'ai fait 2000 Pékin, j'ai fait Londres, et j'en avais fait avant sous des formes différentes. Par exemple, les premiers jeux, ça va pas vous parler, mais c'était en tant que spectateur, les jeux de 1972 à Munich. Donc voilà, après parfois c'était l'éloignement, les difficultés politiques. Moscou, j'avais des gens qualifiés, mais j'ai pas pu y aller. Après, ça dépend aussi du lieu. Barcelone, j'y étais, voilà. Donc voir les jeux de différentes manières est toujours très intéressant, quoi. Quand on est coach ou en responsabilité, on est trop centré sur le stade, le terrain d'échauffement, et on ne voit peut-être pas tout l'environnement des jeux, qui constitue quand même un must, même s'il y a des championnats du monde. Un titre au jeu ou une performance au jeu reste au-dessus, puisque les championnats du monde sont arrivés qu'en 1983. Donc la référence ultime, pour moi, c'est un titre ou un podium au jeu. Voilà. Je vais passer maintenant du côté projet de performance. Donc tout d'abord, quelle est ta définition de la performance et aussi du projet de performance ? Mais performer, c'est accomplir. Chacun recherche sa propre performance. Il y a la performance située dans le contexte international, mondial, des références et tout, mais chacun cherche à donner le meilleur de soi-même, quoi. Donc aller le plus loin possible par rapport à ses propres capacités, sa propre ambition, et voilà, ça peut être se qualifier aux nationaux, aux France, aller le plus loin possible en fonction de son talent, ça c'est bon à définir aussi, de ses possibilités d'entraînement et de son envie d'aller voir le plus loin possible jusqu'où on peut aller, quoi. C'est une espèce d'ambition raisonnée, mais qui peut prendre différentes strates, quoi. Donc chacun... ça peut aussi être dans la séance même d'entraînement, voir jusqu'où on peut aller, ou faire un geste juste et être très content d'avoir réalisé un revers de tennis à la perfection. Voilà, ça peut être aussi simple que ça, la performance, quoi. Du côté projet de performance, comment tu vois les choses ? On peut avoir un projet unique, personnel. Il est réalisé sans soutien, sans appui, sans entraîneur, par exemple. Mais il est difficile par exemple, je prends l'exemple d'un athlète, de s'entraîner seul et de ne pas être accompagné. Pourquoi ? Parce que s'entraîner seul, c'est se faire son plan d'entraînement, le réaliser et l'évaluer. C'est un peu être son propre docteur, se faire son propre traitement et évaluer ce traitement s'il a été bon ou pas. Donc c'est extrêmement difficile
je pense que c'est très très rare les gens qui sont capables de faire ça. Alors qu'un regard, l'entraîneur, c'est un regard extérieur qui permet de corriger, d'apporter un regard, de diriger. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, dans ma carrière, j'ai entraîné beaucoup d'athlètes. Il y a ceux qui respectent exactement ce qui est marqué, le plan, telle séance, tel nombre de répétitions, telle allure, voilà. Et qui appliquent vraiment et qui ne discutent pas ce qui est proposé. Voilà, le coach, c'est lui le patron, c'est lui qui a raison, c'est lui qui sait, et donc on y va. D'autres ont besoin d'explications de comment on construit, quels sont les objectifs, pourquoi telle séance, pourquoi on fait ça, pourquoi tant et tant de... Donc ça, c'est une mentalité un peu différente. Et il y a ceux qui sont en permanence en train de bouger parce qu'il y a telle raison, parce que ça n'a pas marché, j'ai mal dormi, je suis fatigué, je n'ai pas récupéré, j'ai ça à faire. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile de construire quelque chose de réellement solide et qui tienne la route. Après, dans la relation entraîné-entraîneur, il y a un point qui est crucial, c'est que l'ambition de l'athlète soit à la même hauteur que la vision qu'a l'entraîneur du niveau que peut atteindre l'athlète, par exemple, performer. S'il n'y a pas adéquation, ça ne peut pas marcher. Si le coach il pense que l'athlète peut faire 10 secondes au 100 et que l'athlète sait pertinemment qu'il n'a pas le niveau, les qualités nécessaires et le temps pour s'entraîner 2 fois par jour, des choses comme ça, bah ça va pas marcher. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. L'athlète peut avoir, c'est souvent ça le cas, une ambition démesurée par rapport à ses qualités. Donc là, il faut ajuster vraiment les choses pour que ça marche, quoi. Toujours dans ce projet de performance, quelle est la place, selon toi, de l'entraîneur, son importance dans ce projet ? L'entraîneur il entraîne. Entraîner, c'est tirer vers l'avant, quoi. C'est lui qui garde le cap en permanence dans les dans les coups durs, dans les échecs, dans quelques réussites. C'est lui le leader un peu et le garant d'un équilibre quand les choses se passent mal. C'est une espèce de conducteur qui sait quand il faut s'arrêter, comme un conducteur de train. Il sait quand il faut s'arrêter, il sait quand il doit reprendre, que le plein a été fait, avec les vieilles locomotives à l'époque, quand est-ce qu'il faut mettre du charbon pour repartir de l'avant, quand est-ce qu'il faut laisser refroidir le moteur. Enfin, voilà, c'est un guide qui est le fil conducteur, mais qui est un équilibrateur et qui, après, dans sa fonction même, c'est quelqu'un qui motive, qui doit trouver les mots justes, c'est-à-dire ne pas s'extasier devant un résultat, ne pas non plus tomber dans la sinistrose quand ça marche pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a un regard un peu en hauteur et qui sait moduler ses réactions à la performance ou à la non-performance de l'athlète, quoi. Quand c'est un très bon résultat, il faut rester modeste, il ne faut pas non plus péter une durite parce qu'on sait très bien que dans un mois, les choses peuvent être tout à fait différentes, quoi. Donc, et souvent, il y a plus d'échecs peut-être que de réussite ou de victoire, parce que la compétition, c'est quand même ça. On est opposé à d'autres qui sont peut-être meilleurs, qui sont peut-être mieux préparés, donc il faut toujours avoir ça à l'esprit, que
Oui, l'athlète, il est confronté. Donc le coach, c'est un modérateur dans l'approche dans la carrière d'un athlète. Après, sur sa présence permanente aux côtés de l'athlète et tout, bon, il y a des visions différentes. Certains pensent que le coach doit absolument être avec l'athlète. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je pense que l'objectif d'un coach, c'est faire gagner quand même en autonomie son athlète, être capable de gérer seul un certain nombre de choses. Alors, c'est les consignes techniques, hein, un coach en demi-fond, c'est pas un coach de judo qui peut intervenir, qui peut voir et donner des consignes. Nous, une fois que le coup de pistolet a été donné, ben, il y a 12, 15 ou 8 stratégies différentes qui peuvent s'affronter avec des aléas et difficiles de prévoir des choses. Donc à ce moment-là, le coach, il est dans les tribunes et il regarde. Hein. Le travail est fait avant pour moi. Et d'ailleurs, paradoxalement, très souvent, les athlètes ont peut-être des meilleurs résultats quand leur coach n'est pas là, quoi. C'est aussi... parce que le coach qui n'a pas beaucoup d'expérience sur une compétition, qui n'a pas l'habitude de gérer le haut niveau, qui a son athlète qualifié pour la première fois au jeu ou un championnat du monde, il y a une pression, c'est une forme d'aboutissement, donc il s'est beaucoup investi... donc il peut être plus stressé que son athlète même. Et ça, on constate souvent avec des jeunes coachs ou des coachs hyper investis pour qui la trajectoire de son athlète est presque toute sa vie. Et donc ceux-là, il faut peut-être mieux les garder à l'écart pour que l'athlète puisse s'exprimer correctement, quoi. Je vais te poser une dernière question purement centrée sur ce projet de performance. J'ai eu l'opportunité de t'accompagner... et de t'accompagner encore, mais notamment dans la préparation olympique de certains de tes athlètes la saison dernière. On sait qu'il y a pas mal d'aléas dans cette préparation, des blessures, des contretemps. Comment tu adaptes au fil du temps ce projet de performance, notamment dans une année pré-olympique comme l'année dernière? C'est comme ça, on s'adapte à la réalité. Il y a les faits. Contre lesquels on ne peut pas lutter, une blessure, des aléas de vie. Donc il faut les accepter. Une préparation olympique, bon, on peut parler là du marathon. On se projette vers un idéal toujours, un idéal dans l'entraînement, un idéal dans tout, la préparation, que tout soit parfaitement huilé, organisé, être prêt le jour J. Et pouf, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Donc on essaye de sauver les meubles, d'ajuster, on sait que c'est déjà plus l'idéal. Et bon, après, le résultat parfois est très loin des espérances qu'on avait. Mais je pense que les coachs le prennent différemment. Certains sont totalement affligés parce qu'ils ont beaucoup investi, parce que c'était la première fois. Bon, moi, j'accepte ça avec une certaine philosophie. Par exemple, sur le marathon, tout était prêt, tout était ordonnancé, les séances, le travail en côte, le parcours, on le connaissait, enfin, personnellement, je le connaissais par cœur, 100 mètres par 100 mètres, voilà. Et bon, bah, tout ça, ça a servi à rien. Donc, voilà, c'est comme ça, hein. Après, il faut penser au lendemain, il y a d'autres choses. La vie, les choses reprennent leur cours et on se projette sur quelque chose d'autre en disant c'est dommage, on aurait pu, mais voilà, la compétition est un éternel recommencement. C'est très vite, voilà, c'est comme un champion olympique. Au bout de 4 ans, ses primes, il était champion il y a 4 ans, ça vaut peut-être plus rien, quoi. Donc c'est un éternel recommencement. Après, l'histoire reste,
Mais il faut toujours regarder devant et se fixer des nouveaux objectifs. Pour le coach, c'est moins compliqué que pour l'athlète, hein. Le coach, il peut avoir une durée de vie d'entraîneur de 50 ans, demi-siècle, même plus, hein. Il y a moi, je suis assez âgé comme entraîneur, mais il y en a qui sont encore plus âgés. Alors que la carrière d'un athlète, c'est 10 ans, 12 ans, donc 2 Jeux Olympiques peut-être, s'il en loupe un pour une raison, et c'est toujours très frustrant. Mais il y a des grands champions qui ont été X fois champions du monde ou des recordman du monde qui n'ont jamais eu de médaille olympique, hein. Et pourtant, ils ont participé à 2, 3 ou ont toujours été blessés, quoi. Donc, les Jeux, c'est un moment, voilà, il faut une conjonction. C'est comme pour un record, il faut des conditions. Voilà, il faut qu'il y ait une conjonction de beaucoup de. Un alignement des planètes qui est parfois très difficile à avoir, hein. Donc, j'ai toujours l'exemple de Mehdi Bala. Quand il bat le record d'Europe en 2003 à Bruxelles avec son coach, comme j'ai beaucoup contribué, je l'ai préparé physiquement, enfin ce coach, et Mehdi Bala fait 3,28,98 au 1500, toujours le record de France, et il est à 3 centièmes du record d'Europe. Et je me souviens avoir dit à son coach, c'est vraiment... alors qu'il avait que 25 ans à l'époque, donc on se dit, il peut forcément avoir la possibilité de faire mieux. J'ai dit, il a peut-être laissé passer une occasion parce qu'elle se reproduira peut-être plus jamais. Et effectivement, après, il a fait des médailles aux Jeux, des choses extraordinaires, mais le chrono, il n'a jamais pu refaire parce qu'il n'y a jamais eu les nouvelles conditions qui permettaient de le faire, quoi. Donc l'athlète, il peut être beaucoup plus frustré que le coach sur le résultat d'une compétition ou le fait de louper les Jeux, parce que pour eux, c'est voilà, 1 ou 2 occasions possibles, alors que pour le coach, il réentraînera d'autres athlètes, donc c'est moins frustrant, quoi. C'est pas qu'il s'en foute, qu'il est pas, que ça l'embête pas, mais c'est moins grave, quoi. On a abordé la partie projet de performance. On va maintenant s'intéresser au parcours formatif des entraîneurs de haut niveau, en l'occurrence ton parcours. Comment t'es-tu formé pour performer au haut niveau en tant qu'entraîneur ? Et quelles ont été et sont aujourd'hui tes sources principales de savoir ? Comme je l'avais déjà dit, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études dans les années 73-76 à l'INSEP. Donc j'ai eu une chance extraordinaire aussi. J'ai eu un prof d'EPS à l'école normale qui était déjà un mec qui, en avant-garde, il y a plus de 50 ans, sur l'évaluation, enfin bon, des choses de cette nature. Et à l'INSEP, j'ai eu la chance d'avoir les profs qu'on avait, c'était tous des entraîneurs nationaux. J'ai Maurice Houbion, Vosna, Roger Thomas, enfin bon, des mecs qui ont marqué l'histoire, hein. Et donc très vite, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient. Je m'entraînais, mais après je me suis aussi blessé gravement, donc je faisais plus regarder. Et à l'époque, il y avait déjà une extraordinaire bibliothèque à l'ex-bâtiment U, que vous n'avez pas connu, qui était une source incroyable de documentation, les traductions faites de ce qui se faisait en Russie, en Australie. Donc j'ai très vite devenu un espèce de rat de bibliothèque. Peut-être à l'époque, et puis après, quand la bibliothèque a déménagé, à un moment, il balançait toutes les photocopies de toutes les traductions. Donc j'avais tout récupéré. Et donc j'ai accumulé d'emblée beaucoup de documents qui fait que j'en ai peut-être certains que l'INSEP n'a plus aussi.
Et mon premier entraîneur a été un entraîneur qui s'est beaucoup formé à l'école allemande, puisqu'on habitait Strasbourg, donc à côté de l'Allemagne, qui avait suivi des formations en Allemagne, qui est devenu entraîneur national après. Et j'ai un peu suivi sa voie, prof de PS, prof à la fac, donc j'avais toujours accès à beaucoup de documentation. Donc j'ai pas suivi de formation particulière fédérale où j'allais à tous les colloques quand il y en avait beaucoup plus à l'époque peut-être, et je me mettais toujours avec les anciens et j'écoutais les anciens. Et donc j'ai pas fait les formations en France, mais j'ai suivi moi aussi ce qu'on appelait la licence A, les formations en Allemagne. Ils m'avaient accepté, donc je pouvais pas être diplômé en Allemagne, mais j'ai suivi les formations à Mayence pendant plusieurs séquences comme ça. Mais je l'avais suivi sur Spring TE, puisque j'ai beaucoup entraîné en Spring TE aussi au début de ma carrière, avec des gens en équipe de France à des championnats d'Europe sur 100 mètres haies, 110 mètres haies, voilà, donc c'est un domaine que j'appréciais beaucoup et qui m'a fait aussi voir l'entraînement du demi-fond sous un angle beaucoup plus technique, biomécanique et de travail de force, déjà donc à l'époque. Après, quand j'étais prof à la fac, évidemment, je me suis continué à me former déjà et à formaliser les choses que je savais en écrivant des articles dans différentes revues. Et je suis revenu faire une formation à l'INSEP qui s'appelait à l'époque le mémoire supérieur de l'INSEP. Qui était un truc extraordinaire. On était détachés de notre boulot, payés, et on avait de nouveau des cours. On est retourné sur les bancs d'école, quoi. Donc moi, je l'ai fait de manière assez âgée par rapport aux jeunes collègues qu'on avait. Et donc ça, c'était un truc très intéressant, de nouveau. C'est une espèce de formation permanente, continue, des colloques à l'étranger, voilà, c'est la curiosité et doit être le premier moteur de l'entraîneur, quoi. C'est ça que j'essaye toujours, maintenant encore, de suivre les articles scientifiques qui sortent, de me procurer des documents, des bouquins, voilà, donc maintenant j'ai accumulé, je pense chez moi, peut-être des milliers d'articles et des livres particulièrement sur le demi-fond qui datent des années 1870 déjà jusqu'à maintenant. Je pense que je dois avoir plus de 450 ouvrages dans toutes les langues, parfois même en suédois et tout. Mais on essaie de comprendre en regardant les schémas, les choses et tout. Donc, entraîner, c'est se former en continu, parce qu'on on touche à des athlètes. Aucun athlète ne se ressemble, quoi. Donc aucun athlète ne doit avoir, même s'il y a des principes de base applicables à tout le monde, chacun est différent, quoi. Donc chacun a un profil différent. Donc comme je bosse beaucoup sur les profils, l'orientation, sur quelle est la meilleure discipline possible, il faut toujours chercher, voilà, se creuser. Entraîner, c'est d'abord un acte intellectuel, théorique, mais après, sur le terrain, cette théorie ou ce côté intellect, il se traduit par des actes, mais il n'y a pas tout le temps. Est-ce que ce que je fais, c'est bien, ça correspond à telle donnée physiologique, théorique,
qui devraient être réelles ou applicables. Ça, on oublie tout ça. Mais c'est tout ce qui a été réfléchi, travaillé avant, qui spontanément doit sortir sur un plan d'entraînement ou sur une séance le jour même, quoi. Tu nous as beaucoup parlé de théorie, c'est les mots que tu as pu évoquer, de documentation aussi, ce qui semble constituer ta principale source de savoir. Mais au niveau du terrain, de ton expérience de terrain, est-ce que tu as pu te former aussi par notamment des échanges avec peut-être des mentors, comme tu le disais, des expériences, échecs, essais, erreurs sur le terrain avec les athlètes? Est-ce que ça a constitué une source de savoir pour toi? Dans l'absolu, c'est un échec qui est beaucoup plus formateur qu'une réussite. Quand on réussit, on se dit tout a été bien fait, tout colle, tout a été bien. Un échec oblige à réfléchir sur le pourquoi, le comment. Ça n'a pas marché. Donc c'est beaucoup, au niveau intellectuel, c'est beaucoup plus sollicitant, motivant un échec, quoi, parce qu'il faut réfléchir de manière approfondie aux choses. J'ai eu des mentors, des grands entraîneurs quand j'étais responsable en national en demi-fond. J'avais des collègues qui avaient une grande expérience, Jacques Darras, José Marajo, Camille Vial. Malheureusement, Jacques et Camille ont déjà disparu. Oui, c'est dans l'échange, dans la confrontation. Alors, si je peux donner un conseil à de jeunes coachs, c'est d'échanger, de confronter leur plan d'entraînement, de montrer ce qu'ils font à d'autres entraîneurs, plus anciens ou n'importe, parce que le regard, quand on produit un plan d'entraînement, on a réfléchi, on a passé une demi-heure, on programme, et on pense que c'est parfait. Un regard extérieur verra tout de suite les incohérences dans la planification, dans la charge de travail, la succession des charges, les phases de repos qui manquent. Donc c'est vraiment le conseil, c'est l'échange et discuter avec d'autres coachs du même niveau ou des anciens qui ont beaucoup d'expérience. Parce que c'est ça qui fait progresser. Honnêtement, je raconte toujours une anecdote. Je crois qu'en 1994, on avait fait une réunion des entraîneurs de l'encadrement national de l'équipe technique nationale. Et je m'étais amusé à leur demander à tous de me faire, parmi les jeunes qu'on avait en stage, il y en avait beaucoup à l'époque, on avait peut-être plus de moyens, on pouvait brasser 90 jeunes 3 fois dans l'année. Parmi ces jeunes qu'on avait, ceux qui iraient un jour au jeu. J'ai cacheté toutes les enveloppes et je les ai ouvertes en 2000 pour voir qui avait les pronostics les plus précis. Et c'est l'ancien Jacques Darras qui avait pratiquement deviné tous ceux qui avaient du potentiel et qui ont été soit aux Jeux d'Atlanta, soit à Sydney. Parce qu'il observait l'engagement, le comportement aussi, le talent évidemment, mais il avait le regard, l'œil de Maquignon, c'est extrêmement intéressant pour un coach de demander toujours un avis sur un athlète à un autre coach. Sur l'orientation, par exemple. Est-ce qu'il est fait pour du 15, du 5000, du 10 000 ou du marathon. Tout le monde veut faire du marathon maintenant, mais tout le monde ne peut pas faire de marathon. Tout le monde ne peut pas réussir sur certaines disciplines. Donc c'est l'échange qui permet de progresser. Pas de croire que ce qu'on sait est juste, même si on doit avoir des convictions. Je vais parler au coach maintenant. Quel travail tu réalises sur toi-même,
cette fois et pas sur l'athlète. Pour gérer ton stress au quotidien, de par tes multiples fonctions et notamment d'entraîneur, est-ce que tu en réalises un tout simplement, et notamment dans des situations assez spécifiques, dans des périodes compliquées pour l'athlète ou même pour toi? Je pense que ça t'impacte aussi. J'étais évidemment, quand j'étais jeune entraîneur, que tu as ta première fille ou ton premier mec à un championnat du monde ou d'Europe, t'es plus stressé. Voilà. Après, avec l'âge, ces choses-là disparaissent. Hein. Honnêtement, le stress, maintenant, c'est un truc que j'ai plus, quoi, du tout, quoi. Je considère que si le travail a été fait, voilà, on peut plus changer grand-chose. Donc oui, dans les années, dès que j'avais ma première fille au championnat du monde de cross en 78, oui, j'étais stressé. Après, oui, bon, mais à partir dans certains moments, ce stress, tu le maîtrises, tu sais que ça sert à rien de stresser. Je pense que aussi il faut d'autres pôles d'intérêt dans la vie, sinon tu te fais totalement bouffer. Bon, déjà entraîner plusieurs athlètes, ça détend. Parce que si tu n'en entraînes qu'un et qu'il se blesse, tu peux être au bord du suicide, quoi. Ou j'exagère, mais donc quand on entraîne plusieurs, c'est rare que tout le monde soit au top en même temps. Il y en a toujours un qui est en dessous ou qui est pas bien, qui est blessé, qui se fait mal. Donc ça, c'est dans la gestion du groupe, c'est un peu ça, c'est déjà plus compliqué. Quand t'en as ou quand t'en as deux dans la même épreuve, et ça m'est arrivé aussi, qui sont donc concurrents, que t'entraînes les deux, qui sont concurrents à la fois, donc qui s'apprécient peut-être pas forcément. Ça, c'est des situations plus difficiles à gérer, quoi. Faut faire très attention au nombre de mots utilisés, qu'est-ce que tu donnes comme petits signes corporels, enfin bon, parce que eux, ils regardent ça. Et après, c'est compliqué quand il y en a un qui fait une grosse perf et que l'autre, il est à la rue, quoi, et qu'ils font la même épreuve et que tu les récupères en zone mixte ou au terrain d'échauffement. Donc ça, ça peut être compliqué et parfois mal perçu par l'un ou l'autre des athlètes. Mais au niveau je pense qu'entraîner, c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré dans sa vie ne peut pas bien entraîner, quoi. Parce qu'il va ramener trop de problèmes aussi dans l'entraînement. Donc la passion, c'est une chose, mais il faut avoir d'autres pôles d'intérêt dans la vie pour pas être obnubilé en permanence par l'entraînement. Donc il faut avoir d'autres intérêts, pouvoir passer d'un truc à l'autre. Bon voilà, ça marche pas, mais je fais ça marche, là ça va aller. Ou je sais pas, ça peut être la cuisine, la pêche, la lecture. Enfin, il y a plein de domaines possibles pour équilibrer quelque chose qui est quand même qui prend du temps et qui prend aussi l'esprit et qui phagocyte, quoi, qui bouffe complètement les gens, quoi. Tu nous as majoritairement parlé dans cette réponse pas de ta relation à l'athlète pour le stress. Là, vraiment par rapport à toi-même, tu as commencé à y répondre partiellement sur la fin de la réponse, peut-être trouver d'autres passions à côté de la passion, ça reste une passion d'entraîneur et d'entraîner, mais je vais rebondir sur ça et te demander de développer sur la façon dont tu gères ton équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, dans le sens vie professionnelle, entraîneur à haut niveau. Vie professionnelle, j'en ai plus, hein, puisque je suis retraité, hein, donc les journées ont 24 heures, hein, il faut, on peut faire plein de choses dans une journée, même pour les gens qui travaillent, il reste encore des choses à faire, hein. Après, il est plus difficile de concilier entraînement si on n'est pas un entraîneur professionnel, hein, il y en a très très peu.
vie professionnelle, le boulot, et la vie familiale, s'il y a des enfants. Donc ça, c'est devenu plus compliqué. Maintenant, la discussion, c'est une question d'organisation et de priorité, et d'être hyper concentré quand on fait quelque chose, quoi. Et une fois que on a posé ça, on passe à l'autre chose. Il ne faut pas que ça bouffe en permanence le soir avant de s'endormir. Non, il faut, comme pour l'athlète, un coach, il doit bien dormir, quoi. Il doit récupérer. Après, il faut vivre pleinement les choses, donner le maximum. Mais après, voilà, c'est jamais qu'un jeu, un plaisir et du sport. Hein. C'est pas, même si pour l'athlète, c'est peut-être important au niveau professionnel, financier. Quand le coach, il n'a pas de problème de cette nature, c'est déjà mieux, quoi. Je veux dire, un athlète, un coach qui dépend des résultats de son athlète pour socialement vivre, c'est plus compliqué, quoi. Quand t'as pas de soucis, ça peut que mieux marcher, quoi. Tu as commencé à évoquer ma prochaine question. On va parler maintenant de conditions de travail et professionnalisation des entraîneurs de haut niveau. Justement, tu évoquais le fait que peu d'entraîneurs évoluaient professionnellement à haut niveau, dans le sens où ils ne vivaient pas forcément de cette fonction, mais on voit de plus en plus de néo-entraîneurs de haut niveau qui essayent de se professionnaliser. Donc est-ce que tu penses que le sport de haut niveau tend vers cette professionnalisation pour le statut d'entraîneur, ou est-ce que cela reste encore très précaire ? Là, en athlétisme, ça reste très très précaire. C'est une évidence. Il y a beaucoup d'anciens entraîneurs athlètes qui sont allés dans les sports co-pro. Hein. L'athlète a fourni des dizaines et des dizaines de préparateurs physiques au foot, au rugby, au hand, au basket, parce qu'ils n'avaient pas cette composante préparation physique. Hein. En athlète, c'est rare qu'un entraîneur ait un préparateur physique à côté. Ça existe, mais je pense que là, du coup, il lui manque une dimension, même s'il peut s'appuyer pour se décharger sur un prépa physique, mais qui doit être vraiment en parfaite adéquation avec les demandes et comment le coach fonctionne, quoi. Donc la professionnalisation, on en est encore très très loin en athlète. Hein. Bon, c'est une de mes missions d'essayer d'y contribuer, parce que par exemple dans les clubs en France, et les gars qui sont payés, c'est des agents de développement, donc ils sont plus sur le développement, les tout jeunes ou les activités de pratique senior, marche nordique, running, et pas au cœur de métier qui serait entraîner des minimes cadets. Voilà, c'est structurer un club dans ce sens. Là, je pense qu'il y en a très très peu actuellement. J'en connais pas beaucoup, quoi. Mais ils doivent encore faire autre chose et tout, parce que les clubs n'ont pas les moyens de financer des athlètes qui seraient pros pour produire de la performance au sens du haut niveau, quoi. Qualifier des cadets juniors en France, voilà, et construire la relève. Donc il y en a très très peu. Et faut vraiment pousser dans ce sens. Au niveau des athlètes pros, bon, il y a évidemment les cadres d'État, hein, qui sont entraîneurs nationaux, référents, ou qui entraînent dans des pôles. Pour les autres, je rappelle quand j'étais à la Fédé, à l'époque en responsabilité, on avait 110 cadres techniques. Là, maintenant, il n'y en a plus que 75. Hein. Donc, il y a un vrai gap. Donc, il faut trouver des solutions. On sait, sur les nombres d'athlètes qualifiés aux Jeux et aux Championnats d'Europe en 2024, il n'y en a que 20% qui sont des cadres techniques d'État ou fédéraux. Le reste, c'est des entraîneurs
bénévoles dans les clubs, enfin indemnisés dans les clubs, dans des structures, donc ou à l'étranger ou dans des groupes privés. Donc ça, c'est une tendance quand même du haut niveau. La filière américaine, les filières des groupes privés, il y en a un peu en Belgique, en Angleterre, où les athlètes rémunèrent le coach. Et il y a les groupes d'équipementiers, mais qui sont plus orientés running, course sur route, parce que c'est là où il y a l'argent. Donc il y a une évolution vers un athlète pro, mais l'athlète, je veux dire, a beaucoup de mal quand même à trouver des financements d'ordre privé. On n'est pas le foot, on n'est pas le rugby, on n'est pas qui ont vraiment pris toute leur place. Pour trouver de l'argent, la Fédé, faut qu'elle arrive à trouver des solutions avec les millions de mecs qui courent dans la rue, qui dépensent des sommes folles pour prendre un dossard. C'est pas, on a laissé passer le coach un moment, mais bon, voilà, on a laissé passer ce mouvement de running à l'époque de Spiridon. Bon, maintenant il faut ramer derrière pour essayer de récupérer ça, puisque même les grandes courses sont tous organisées par des groupes privés. Et que cet argent ne va pas dans les clubs ni à la fédération, mais va dans des organismes de nature privée. Donc oui, il faut professionnaliser, mais bon, il faut aussi former mieux. Je pense que là, il y a un déficit actuel de formation, que les gens cherchent des compétences, mais cherchent plus de diplômes, et qu'il faut conjuguer un espèce de travail d'amélioration des contenus de formation, de compagnonnage et de mise en situation qui permettent à des gens de progresser et d'aller peut-être vers... je ne connais pas, à ma connaissance, il y a des gens qui auraient pu le faire, qui avaient des groupes comme Jacques Piacenta ou Pépin ou d'autres grands entraîneurs, mais comme ils étaient quand même fonctionnaires ou cadres d'État, c'est pas des vrais groupes privés, quoi. Je connais pas, peut-être quelques petits débuts de ce genre de fonctionnement où l'athlète paye le coach, quoi. Mais pour qu'il puisse en vivre dignement, il faut qu'il y ait plusieurs athlètes et qui aient les moyens aussi de payer le coach. Pour le moment, on n'en est pas là encore en France, mais ça viendra peut-être. Mais là, il faut que les athlètes aussi changent de mentalité, parce que quand ils vont aux États-Unis ou ailleurs, ils comprennent parfaitement qu'il faut payer le coach, le kiné, le prépa physique, ils payent tout. Et en France, c'est un peu l'idée du... C'est public, c'est gratuit, donc on voit pas pourquoi on payerait le coach. C'est un problème de mentalité aussi et de formation de nos athlètes, quoi. Ils ont toujours eu des cadres techniques, les pôles, les mecs, voilà. Donc il n'y a pas de raison, quand eux ils gagnent beaucoup d'argent, de rémunérer leur coach, quoi. On est à une croisée de chemin, mais je suis pas très optimiste sur le sujet, moi. Tu parlais des petits paris que tu faisais avec Jacques Darras, notamment sur les athlètes. Moi, je vais te demander de faire un pari. Justement, tu parlais de la professionnalisation des groupes et des entraîneurs. Comment tu penses, toi, à l'avenir, que les groupes d'entraînement à haut niveau, et notamment la position des entraîneurs, va évoluer ? Tu as commencé à l'évoquer. Moi, je te demande de te positionner. Et qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ces groupes ? Je pense que le haut niveau va évoluer vers de plus en plus de structures privées, semi-privées ou accolées à des... En France, on a un système qui est assez unique au monde, c'est les pôles. Pôle Espoir, les pôles France, où il y a des cadres d'État payés par le ministère. Comme on l'a dit, il y en aura de moins en moins. Donc il faut faire évoluer ces structures. Là où il y a les structures, les conditions d'entraînement, où tout est réuni pour faire produire de la performance,
de trouver des formules mixtes avec des gens qui puissent bénéficier de ces structures. Il ne faut pas être exclusif, mais inclusif, et accueillir des gens qui n'ont peut-être pas qui réunissent pas les conditions pour être dans un pôle comme ça, ou qui veulent pas s'entraîner avec un entraîneur du pôle, mais leur donner quand même les moyens de pouvoir s'épanouir et de progresser. Donc je pense que cette évolution vers des groupes privés n'était pas possible avec des anciens entraîneurs formés à la fonction publique, qui faisaient ça dans le cadre de leur métier, ou à côté sont des bénévoles, parce qu'ils ont toujours fait ça avec plaisir, mais que une jeune génération plus orientée vers il faut que je trouve ma voie, on ne peut plus être cadre technique, je ne veux pas être prof de PS, mais je veux faire ma route dans l'entraînement. Qui, s'ils sont entreprenants, motivés, engagés, peuvent commencer peut-être à tracer cette voie. Parce que c'est une des voies possibles. Possible, mais aléatoire peut-être pour des disciplines moins porteuses que la course à pied ou sur un stade, on regarde le demi-fond, le sprint, les épreuves techniques et les lancers, c'est peut-être moins... Mais c'est toute une évolution de mentalité aussi des athlètes. Mais ils n'ont pas été préparés à ça toute leur vie, ils sont... j'arrive au club, tout est gratos, on ne va pas faire d'efforts. Donc il y a eu déjà des ruptures d'athlètes-entraîneurs sur cette question de l'athlète gagne beaucoup d'argent, le coach il a son SMIG, mais aux États-Unis ça se passe pas comme ça, quoi. Mais en France, c'est l'histoire de nos institutions, de notre fonctionnement qui fait que je connais très peu de coachs, par exemple, payés par des athlètes en France. Parfois, les coachs ne veulent pas l'aide aussi, parce que c'est aussi une forme d'indépendance et de non-dépendance de l'athlète, quoi. Comme on le dit toujours, mais on a du mal à le faire, l'athlète n'appartient pas au coach, mais le coach n'appartient pas non plus à l'athlète, quoi. Et ne pas être dépendant financièrement d'un athlète, si t'embête, si ça va plus, tu l'envoies paître et le problème il est réglé. Si tu es dépendant financièrement, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et l'indépendance aussi, un coach qui est, sans aller loin, mais il peut y avoir des dérives. Si le coach il est payé au résultat ou au truc, ça peut aller vers des dérives non souhaitables, mais pas exclues, quoi. On va maintenant parler de data et d'accompagnement scientifique de la performance. C'est quelque chose qui est en train de se démocratiser de plus en plus dans les groupes d'entraînement, que ce soit haut niveau ou non. Je sais que toi, ça fait longtemps que tu justement cette balance scientifique et que tu as souvent été accompagné par des personnes possédant une forte valence scientifique. Donc comment expliques-tu cet attrait par l'accompagnement scientifique de la performance dont tu nous parlais notamment dans les différents documents que tu as pu récolter, les différents ouvrages que tu as pu rédiger? On pourrait avoir tout un débat sur qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi. Je pense que l'apport scientifique peut être parfois réducteur, puisque dans l'entraînement, on récolte un paramètre, et voilà, peut-être 2, peut-être 3, mais ce n'est pas que ces 2-3 paramètres qui déterminent la réalisation d'un entraînement, quoi. Pour moi, la science doit être prédictive. Alors, pour le moment, on en est loin au niveau à partir d'un test de lactate, par exemple, prédire quelque chose. Donc, je pense que c'est un élément qui peut apporter
confirmer, apporter quelque chose. Mais pour revenir un peu sur mon histoire, moi, par exemple, j'ai très vite, quand j'ai été en fac, pris contact avec le CNRS, où j'avais vu qu'ils bossaient à Strasbourg sur des éléments comme la température, la perte hydrique. Il y a un groupe qui travaillait sur les lactates musculaires et tout. Donc je me suis intégré un peu dans toutes ces équipes et on a fait beaucoup de manips sur ces sujets, donc particulièrement sur le lactate en continu, sur la cinétique et tout, qui m'ont, qui date des années 85. Hein. Donc l'apport scientifique, la vidéo, les mesures, ça fait partie des ressources qu'un entraîneur doit chercher et sur lesquelles il doit s'appuyer. Maintenant, c'est jamais ni un médecin ni un scientifique de dire à l'entraîneur ce qu'il doit faire. Il est là, il récolte des données, il les exploite et il donne à l'entraîneur. Très souvent, c'est l'entraîneur qui doit questionner le scientifique, lui dire qu'est-ce qui se passe quand je fais ça ou ça, quoi. Et pas l'inverse, de dire, voilà, on a étudié les seuils c'est à 3, les seuils c'est à 3,5. C'est assez marrant, parce qu'à l'époque, j'avais fait travailler dans les années 90 un étudiant qui est devenu un physiologiste réputé, Martin Bourrait, qui bossait sur les fréquences cardiaques, et un autre qui bossait sur un catalogue de tous les tests existants et tous les protocoles existants pour déterminer les seuils. À l'époque, déjà, on parlait des seuils. Je pense qu'à l'époque, dans les années 90, il avait déjà trouvé 80 protocoles différents pour analyser, pour trouver la même chose a priori, quoi. Donc ça aussi, c'est une problématique réelle. Donc l'apport scientifique est quelque chose d'intéressant qu'il faut toujours prendre avec du recul. Et il faut faire attention, et je vois bien la tendance, moi, c'est que les sport scientists essayent de devenir une part incontournable de l'environnement de l'athlète. Et ça arrive à un tel point qu'on entend dire, ou on sous-entend dire que si tu n'as pas un accompagnement scientifique, tu ne peux pas arriver au haut niveau, quoi. Bon, c'est quoi le haut niveau ? C'est gagner des titres olympiques, des titres de champion du monde. Donc, il y a eu des champions olympiques avant que des sport scientists existent. Et la science, pour moi, il m'arrive encore maintenant de lire ceux qui écrivaient Astrand et Rodal, et voilà, des trucs fondamentaux, quoi. Parce que quand tu regardes bien, souvent on réécrit des choses et c'est moins brillant que ceux qu'ont apporté ces mecs-là, et qui ne peuvent pas être discutés ou ne sont pas discutables, quoi. Après, chacun essaye de montrer quelque chose. Le problème des études scientifiques, c'est que c'est sur du court terme, avec des variables pas toujours bien définies, et sur des populations qui n'ont pas grand-chose à voir avec le haut niveau des individus, quoi. Il est évident que si je prends un groupe je sais pas, de mecs pas entraînés correctement, voilà, licence 2 STAPS, voilà, tu les fais travailler sous certaines formes pendant 6 semaines, ils vont progresser, quoi. Faut jamais oublier que n'importe qui progresse à partir du moment où il y a une charge d'entraînement, quelle qu'elle soit, quoi. Donc les conditions, les tests et les procédures scientifiques sont rarement faites sur du haut niveau. Donc tirer des conclusions sur tel type de séance permet d'améliorer ça et ça, c'est quand même un peu présomptueux.
oui, à l'apport mais c'est à l'entraîneur de choisir. Voilà, je veux voir ça. Qu'est-ce que ça donne à tel niveau quand je fais ça? Et pourquoi? Pour mieux comprendre. Ça, c'est ça le rôle de l'accompagnement scientifique, quoi. Après, évidemment, il faut tester un moment ou un autre tous les gens pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Mais c'est les seuls moments où voilà, des protocoles types peuvent et doivent être appliqués pour avoir un profilage de l'athlète ou du coureur. Et après, c'est de l'accompagnement. Telle séance, j'ai besoin de savoir est-ce que ça colle bien à l'effet recherché. Et on voit bien que très souvent, même l'athlète ou le coach, il peut deviner, rien qu'en regardant, le niveau de fréquence cardiaque à peu près, ou les lactates à peu de choses près, quoi. Donc ça c'est une chose. Je pense qu'il faut encore... il ne faut pas que les sport scientists essayent de prendre trop de place, parce qu'ils ont beaucoup à apprendre, non pas de la théorie, mais du terrain. Et ça, je me rappelle toute ma vie, enfin toute ma vie, plus pour très longtemps, mais quand je suis allé au CNRS et que je voyais les tests qu'ils faisaient faire sur bicyclette ergométrique à des puissances qui étaient qu'eux ils considéraient comme élevées, mais qui étaient ridicules par rapport à ce que faisait un sportif même lambda. Donc j'ai réussi à les faire aller sur le terrain et faire les tests, les tests lactates. On avait déménagé tout le matériel parce que c'est des tests en continu et qui, déjà pour leur expliquer, je les ai amenés sur le terrain, je leur ai montré ce qu'on pouvait faire à l'entraînement, au quotidien avec des athlètes. Et les mecs, ils sont tombés sur le cul, quoi. Ils pensaient qu'on était inhumains, des bourreaux, alors que le mec, il faisait ça tous les jours, quoi. Je sais pas, le mec, tu fais faire 8 fois 1000 à l'allure où il courait, ils comprenaient pas. Donc après, ils ont pris la mesure de ce qu'on peut réellement faire sur le terrain, et ça, c'était extrêmement intéressant. Donc il faut aussi qu'ils apprennent. La théorie, c'est une chose. Théorie... quand on a longtemps appris les filières, les trucs, c'est encore maintenant on apprend ça, quoi. On sait bien que ça marche pas comme ça, quoi. Donc tout démarre en même temps. Quand je commence à marcher, je veux dire, mon ATP, il sait pas si je vais marcher 2 minutes, 1 minute, ou si je vais foncer, ou donc la manière d'appréhender la théorie, elle est vraiment très fractionnée et comment dire, elle est très de manière découpée, quoi. Je veux dire, on découpe les choses alors qu'il faut prendre l'organisme et tout dans sa totalité dès le début, quoi. Les datas, c'est quelque chose d'intéressant. Mais qu'il faut trop de data, on dit souvent trop de données, tue la donnée, quoi. Il ne faut pas non plus... bon, on voit bien au rugby, ils enregistrent tout, au foot, les accéléromètres, les variables, les trucs. Sauf que, par exemple, ils n'enregistrent pas la prise d'informations au niveau visuel, qui me paraît quand même essentiel au niveau du foot, quoi. Donc t'en as rien à foutre que le mec il ait couru 10 bornes... je veux dire, s'il ne sait pas se placer sur le terrain, s'il n'anticipe pas, s'il a... Voilà, bon, donc avoir des datas, oui, ça fait bosser, c'est bien. Dans les clubs pro, c'est impressionnant. Maintenant, les staffs, quoi. T'as plus de mecs dans le staff que joueurs dans l'équipe, quoi. Chacun... c'est fractionné, quoi. Je veux dire, t'entraînes les avants, t'entraînes les arrières, t'entraînes les sauteurs, t'entraînes les... Bon, pour moi, c'est un truc qui, je pense, ça perd de la cohérence et tout. Mais si on revient à l'athlé, les datas, l'analyse des courses, les tendances, bon, avec les outils maintenant qu'on a, avant on était derrière l'écran, on essayait de choper les temps de passage. Maintenant, hop, tu vas sur Internet, tu as les temps de passage par 100 mètres d'une course, l'évolution, donc tu peux
À partir du moment où quelqu'un fait une synthèse de tout ça, ça peut apporter beaucoup dans la manière dont se déroulent actuellement les courses en demi-fond. Donc tu peux t'appuyer là-dessus aussi sur l'analyse de l'évolution mondiale des performances. Est-ce qu'on est en train de voir une accélération, une stagnation, comment il se fait? Voilà, ça c'est des choses très importantes, mais qui doivent être demandées par l'entraîneur. Moi, je demande souvent à des gens plus compétents que moi, même si j'aime travailler les chiffres, parce que je ne suis pas bon en stats ou faire des trucs comme ça, de regarder des choses et de m'éclairer sur des sujets, oui. Ça fait la transition parfaite, justement, tu as énormément été sollicité pour présenter des données lors de colloques, de réunions, sur des évolutions de performance, des données scientifiques. Donc tu nous l'as dit, tu as pu récolter ces données ou réaliser ces bilans à l'aide de personnes qui étaient plus compétentes que toi, je te cite. Et comment tu transmets, notamment en dehors de ces colloques et ces réunions que tu présentes, est-ce que tu transmets d'une autre manière ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont... moi j'ai des dizaines de données, de trucs, de propositions d'articles après qui parfois qui paraissent pas et qui sont pas vraiment intégrés, utilisés. Ouais, on prépare des trucs et après c'est... parce qu'il manque parfois peut-être des gens qui peuvent sortir l'essentiel des données. Par exemple, moi je fais beaucoup de trucs très exhaustifs parce que j'aime bien aller jusqu'au fond, mais que des analyses devraient sortir les quelques points clés de synthèse de ce qui est voilà, sur l'évolution des perfs des jeunes, l'évolution actuelle de comment s'entraînent les jeunes. Je pense qu'on est encore dans des... voilà... c'est assez dingue dans les milieux scolaires, on parle encore de fréquence cardiaque de 120 pulsations et tout, quoi. Je veux dire, il y a un décalage entre les connaissances et la vulgarisation et le passage dans les strates inférieures. Donc oui, je pense que est-ce que les gens lisent vraiment les colloques? Est-ce qu'ils lisent les articles? Qu'est-ce qu'ils en retiennent? Parce que souvent, bon... on répète quand même 20 ans après les mêmes choses encore. Par exemple, actuellement, je discute avec Bruno Gagère, il y a longtemps qu'on échange et tout, et que dans les années 90, on avait fait énormément d'efforts pour faire passer les notions de prépa physique, de force, de technique de course et les aspects biomécaniques dans l'entraînement. Je ne suis pas sûr que 30 ans après ou 40 ans après, où la notion de volume, de kilomètres a repris le dessus, et même dans les articles, quand on parle d'entraînement, on ne voit plus du tout cet aspect bioméca, technique course, ça ne viendrait jamais à l'idée à quelqu'un d'aller dans une piscine sans avoir appris à nager, quoi. Alors qu'on pense que savoir courir juste est naturel, quoi. Donc là-dessus, je pense qu'il y a à peu près maintenant de la perte en ligne et qu'on ne parle plus que de physio, de kilométrage et tout, et que les aspects techniques, mécaniques sont complètement oubliés, quoi. Avant de passer à la conclusion, est-ce que tu souhaiterais approfondir un sujet qui te tiendra à cœur ou qui t'est venu pendant le podcast ? Je pense que de temps en temps, faut que les jeunes ils lisent plutôt que de chercher des choses rapides sur Internet ou des raccourcis. Oui, il y a des livres. Faut jamais qu'on n'oublie jamais ce qui a été fait avant, parce que c'est une sacrée tendance, quoi, d'oublier l'histoire. Voilà, maintenant on fait ça comme ça. Mais par exemple, dans l'entraînement, je veux dire, là, il y a beaucoup de coachs, enfin de gens qui ont marqué l'évolution de l'entraînement et qui ne sont absolument pas connus maintenant des jeunes, alors que c'est des
des aspects fondamentaux. Alors je sais pas si peut-être que je te pose la question, tu connais Pikala. Ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas te dire quoi exactement. Pikala, c'était l'entraîneur des Finlandais de Nurmi dans les années 30. Le mec, il avait déjà une vision incroyable de l'évolution des perfs, des courbes, de la planification, du repos, enfin bon, bref. Si je te dis Bauerman, Bill Bauerman, Gerschler, Van Aken. C'est grâce à ta transmission, justement, que je les connais. Non, mais Van Aken, le père de l'endurance intégrale, un mec extraordinaire. Il était... c'est lui qui a lancé le travail aérobie à petite allure. Il a entraîné. Après, entre les théories qu'il défendent, par exemple, un jour, je ferai un truc approfondi sur l'intervalle training. On dit que, par exemple, Rudolf Harbig, qui a battu en 1939 le record du monde du 800 planétaire, enfin, un truc de fou, avec une 46,6 en 1939, s'entraînait selon la méthode de l'intervalle training, qui a été, lui, vulgarisée par Gerschler et Reindel dans les années 50 seulement. Mais quand tu retrouves les plans d'entraînement de Harbig, tu vois bien qu'il ne s'est jamais entraîné comme ça. Il entraînait avec des séquences très rapides, avec des récupérations très longues, du travail aérobie à côté, mais il ne s'entraînait pas selon l'intervalle. Et dans toutes les publications scientifiques ou historiques, tu dis l'élève de Reindel, Gerschler, s'entraînait selon ces principes-là. Il courait 15 ans avant, et il n'avait pas du tout ces mêmes méthodes. Mais ça, c'est rentré dans les apprentissages. Alors, tu regarderas, Gerschler, Reindel, égale Harbig, c'est faux. Il y a beaucoup comme ça de trucs complètement faux historiquement et qui ont été modifiés. Donc il y a donc beaucoup de méthodes d'entraînement qui ont dérivé. Donc historiquement, on peut... Mais jusque dans les années 70-75, la plupart de l'entraînement, à part l'aérobie, n'existait pas. Hein. Les mecs faisaient des séances sur piste tous les jours, quasiment. Hein. Et ça a donné d'excellents résultats. Puis après, il y a eu l'arrivée progressive de l'aérobie. Et l'aérobie, maintenant, a pris le volume. À un moment, il y avait... on voit de moins en moins d'intensité maintenant, quoi. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des fluctuations, des modes dans l'entraînement, mais qu'il ne faut jamais ignorer ce qui a permis d'améliorer des perfs. Je veux dire, Snell, il fait une 44.3 sur une piste en herbe en 1963. C'est quand même pas mal, hein, je veux dire. Donc, il n'y a pas eu de révolution, l'humain n'est pas devenu meilleur. Oui, il est plus pro, la densité, oui, elle a changé. À l'époque, les très bons, en série ou en demi-finale au jeu, ils se baladaient. Hein. Maintenant, c'est déjà un peu plus compliqué, quoi. Mais il ne faut jamais oublier l'histoire et que les mecs avant, ils n'étaient pas cons, qui savaient entraîner. La preuve, ils avaient des résultats. Et que les performances actuelles, il faut toujours les mettre en relation avec le contexte. Hein, les pistes, les chaussures, l'évolution générale de la nutrition. Enfin bon, il y a plein de choses, mais qu'auraient fait les mecs actuels avec des pompes pourries sur des cendrés qui étaient du béton, voilà, ou l'inverse. Donc difficile à comparer. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une méthode qui peut amener des résultats. Ça, c'est se mettre ça dans la tête, qu'il y a beaucoup de types d'approches. Quand elles correspondent à l'athlète, au profil de l'athlète, à sa mentalité, à son environnement, il y a plein de choses, plein de chemins possibles pour arriver à la performance et qu'il ne faut jamais copier, quoi. Il faut construire sa propre idée, la modifier, pas changer tout le temps. Hein, c'est pas parce qu'il y a un nouveau truc à la mode, hop, dans un entraînement, il faut aller au bout d'une idée pour voir si elle a marché ou pas marché. Et après, peut-être changer. Mais voilà. Après, il
Il y a des gens, ils font que de l'aérobie, ils font d'excellentes perfs. Il y en a qui font que des séances dures, ils font de la perf. Ça leur convient peut-être. Hein, donc voilà. L'histoire, toujours. Savoir d'où on vient. On va passer maintenant à la conclusion de ce podcast avec 2 dernières questions plus courtes. Aurais-tu une anecdote marquante à partager à nos auditeurs autour d'un athlète, un acteur du monde sportif qui t'aurait marqué ou même autre chose? Non, il y a des athlètes, par exemple, une anecdote. J'ai entraîné un athlète qui a fait 28-40 au 10 000, 13-40, 5 000, qui était un mec qui avait des qualités, mais bon, sans plus, mais c'était un mec sérieux, incroyable. Il fait une séance sur piste à Strasbourg. Je sais pas, il avait peut-être 12 fois 500 à faire. Il débâche, il arrête au 10e, il se barre, mécontent. Et il rentre au Krebs où il y a une piste et 3 heures après, il refait la séance qu'il n'avait pas fait avant pour montrer qu'il était capable de la faire, quoi. Donc il y a des athlètes de cette nature. Il y a des gens comme Bob Tari qui étaient capables d'enchaîner un 1500 et un 3000 steeple. Comme ça, il décide sur un coup de tête un jour au Maroc de faire le 15 en 3,36,5 et un 3000 steeple en 8,18 ou 8, je sais plus combien, à une demi-heure d'écart, quoi. Des trucs fous. Après, il y a des trucs plus marrants. Des gens qui battent des records alors qu'ils n'ont pas pu s'échauffer, mais qui sont tellement contents d'arriver au départ encore, de pouvoir mettre leur pointe et de partir. Moi, j'ai vu des mecs battre des records sur 8, hein, comme ça. Ou alors des anecdotes marrantes, comme Morad, qui va au départ du marathon de Séville et qui a 2 chaussures droites. Tu t'en rends compte à 12 heures du départ qu'il n'a pas de pompe pour courir, quoi. Après, des anecdotes, t'en as sur chaque athlète. Hein. Des biens, des pas bien, des rigolotes. Bon, maintenant, il faudrait que je me remémore et que je me plonge dans le passé, quoi. Pour finir, si tu devais adresser un conseil ou un point clé aux auditeurs aspirant à entraîner justement au plus haut niveau, quel serait ce conseil? D'abord, il faut tomber sur des athlètes qui ont du talent. Parfois, ça n'arrive jamais dans une vie d'entraîneur. Hein. Après, il faut être passionné, avoir une compétence quand même. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup parfois d'athlètes qui tombent sur des entraîneurs pas suffisamment qualifiés, particulièrement en course à pied, hein, où voilà, dans n'importe quel village, là, un mec il peut courir vite, mais après il peut tomber sur un coach qui soit le fait pas assez travailler, soit le fait travailler trop dur, soit le fait pas travailler de la bonne manière. Et il faut qu'il tombe sur des athlètes talentueux. Et après qu'il apprenne aussi que construire un athlète vers le haut niveau, ça peut prendre beaucoup de temps. Et qu'il y aura forcément beaucoup d'échecs. Par exemple, je prends le HBA, le Bretagne, où il y a un truc. C'est un club qui existe depuis 40, je sais pas. Bon, c'était l'école privée catholique. Il y avait un gros coach là-bas, Joe Beaufils. Ils ont eu des titres et des titres chez les jeunes monstrueux, mais tous les ans, quoi. En cross, ils gagnaient toujours tout. Et c'est la première fois qu'ils ont quelqu'un qualifié à des championnats, aux Jeux Olympiques l'an dernier, quoi. Au bout de 40 ans, quoi. Donc il y a aussi quelque chose qui n'a pas nécessairement marché dans la formation, dans la construction, parce que des gamins doués, ils en ont eu, quoi. Et on voit bien, dans certains clubs, ils sont formateurs en permanence. Donc il y a le fait que le bon athlète tombe sur le bon coach. Donc ça, parfois, c'est comme ça. Hein. Moi, après, tu les vois. Hein, ça, c'est une anecdote marrante. Je digresse, hein, on s'en fout, hein, c'est maintenant. Un jour, j'arrive au stade de Haute-Pierre. Tu connais peut-être, à Strasbourg, il y a un parc autour, et j'allais à l'entraînement, je venais en voiture, et je vois un mec courir. Et je dis, putain, qui c'est ce mec qui court, là?
c'est pas un des miens, c'est pas putain, mais. Puis j'arrive au stade, et puis les athlètes, ils me disent, ah, il y a Helge Rouge qui est là. Donc j'avais tout de suite vu, il était à 300 mètres. Hein. Donc Hicham, sa tante habitait Strasbourg. Donc il est venu à Strasbourg en vacances, et puis il est venu au stade, puis après on a discuté, on a sympathisé. Il voulait signer à Strasbourg. Enfin bref, il y a toute une histoire, mais moi, du coup, je suis devenu. C'est devenu un ami, quoi. Mais tu vois tout de suite que ce mec, il avait quelque chose, quoi. Après, il y a l'engagement. Parfois, tu as des coachs qui sont enthousiastes. Ils veulent tout casser, tout. Par exemple, toi, tu vois, truc, mais. C'est comme des militants politiques, quoi. Parfois, ils taffent tous les jours, mais il faut être capable de durer, quoi. Donc, y aller de manière raisonnée quand même aussi, quoi. Accepter de perdre des athlètes, de ne pas avoir de réussite tout de suite, mais avec, je veux dire, une certaine assiduité et d'engagement, ça le fait, quoi. Merci encore pour ton temps et ton partage. Écoute, c'était un plaisir pour moi de partager vos questions. Plaisir partagé.